Deuxième partie du grand rendez-vous ce dimanche avec notre invitée Agnès Verdier-Molinier. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct. Vous êtes essayiste, vous êtes directrice de la Fondation IFRAP et auteur de ce livre très remarqué « Où va notre argent ?» aux éditions de l'Observatoire. On va en parler. François-Olivier Gisberg, on a déjà parlé en introduction. Agnès Verdier-Molinier, les promesses pleuvent en ce moment de la part de l'exécutif après la promulgation de la réforme des retraites. Alors peut-être commencer par l'une des dernières annonces, l'exécutif qui promet de s'attaquer aux fraudes, notamment sociales, pour éviter les fuites à l'étranger. Il y a des cotisations sociales, des impôts versés par les Français et qui sont détournés. On paye pour des fraudeurs. Est-ce qu'il faut y croire à cette lutte? Est-ce que vous-même, qui travaillez sur ce sujet depuis longtemps, vous y croyez désormais? Écoutez, moi, c'est un sujet que j'ai beaucoup abordé dans nos travaux de la Fondation IFRAP. Dans mon livre, je fais une partie sur ce sujet qui s'appelle « Et on paye aussi pour les fraudeurs ». Et je crois que c'est absolument essentiel de s'occuper de cette question parce qu'il y a le sentiment finalement de ne pas avoir finalement les mêmes devoirs souvent dans la société que les autres. C'est-à-dire on paye beaucoup d'impôts, on paye beaucoup de cotisations, on paye beaucoup de CSG, de taxes foncières. Et puis à la fin, on se dit « Mais attends, finalement, il y en a d'autres qui n'ont pas du tout les mêmes obligations, qui finalement n'ont pas besoin de sortir les mêmes papiers que nous quand on fait des demandes. » Là, depuis que j'ai sorti ce livre, c'est incroyable le nombre de témoignages que j'ai de personnes qui travaillent à l'intérieur de la puissance publique et qui me disent qu'ils ont vu passer dans leur carrière des fraudes au minimum vieillesse, des personnes qui se font faire de fausses attestations d'hébergement pendant 10 ans en France, alors que parfois ils ont à peine habité en France, pour toucher le minimum vieillesse qui est payé par les Français. Et après, on se demande, mais attends, comment c'est possible? Pendant le Covid, il fallait sortir son attestation pour aller acheter une baguette de pain et on peut falsifier hyper facilement des documents pour toucher des minima qui ont explosé en termes de coûts. Certains ils coûtaient 2 milliards dans les années 2009-2010. Maintenant, on est à 10 milliards. Je pense au RSA, à la AH, au minimum vieillesse, etc. Et on se dit... Mais on en parle depuis 10 ans ou 15 ans de la lutte contre la fraude sociale. Là, maintenant, c'est le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, qui nous explique qu'il va nous sortir un nouveau plan. Les plans, ça se succède. Et vous avez l'impression qu'il ne se passe rien du tout, que le phénomène ne diminue pas, ou pourquoi? Alors, l'impression, c'est qu'on en parle beaucoup, qu'il ne se passe pas grand-chose. Et pourquoi il y a un laisser-faire, selon vous? Parce que qui contrôle la fraude sociale? Ce sont des administrations sociales, ce n'est pas l'administration fiscale. Ben c'est ça, c'est le sujet sur lequel on met le doigt, nous, depuis des années, en disant pourquoi est-ce que ce ne sont pas les mêmes contrôleurs? Parce qu'en France, on a plutôt peur du contrôleur fiscal. On sait que les impôts sont bien gérés et que si on fait quelque chose un peu à la marge, de toute façon, on va se faire taper sur les doigts, qu'on aura des amendes, etc. Mais alors, quand on fait quelque chose à la marge sur le social, par exemple, on se déclare parent isolé, mais on n'est pas parent isolé. On a toutes les chances d'avoir aucun problème et de toucher des aides indues pendant des années. Donc, c'est vrai, on en parle depuis longtemps. C'est vrai, il ne s'est pas passé grand-chose, mais il est temps qu'il se passe quelque chose parce que... Justement, si je peux me permettre, le journaliste Alexandre Devecchio du Figaro dit souvent que le préalable pour toute réforme sérieuse, que ce soit les retraites ou autre chose, c'est la prise en charge de la fraude sociale, parce que si ce détour n'est pas pris, les Français ne donneront pas leur consentement aux prochaines réformes. Vous partagez ce diagnostic? Oui, je le partage, parce que j'ai vu que pendant la réforme des retraites, on me disait beaucoup, c'est toujours les mêmes qui font les efforts. Et que finalement, il y avait ce sentiment que c'était un peu la France à deux vitesses. Celles qui travaillent, qui bossent et qui cotisent, et puis celles qui bossent moins, qui profitent et qui optimisent et qui parfois travaillent à côté sans déclarer. Et ça, c'est plus possible, parce que c'est des passagers clandestins du système. Et j'ai eu des témoignages aussi incroyables sur des radios, on m'appelle, sur des émissions, on dit ah bah, finalement, moi je touche le RSA, mais c'est pas assez, alors je suis obligée de travailler à côté, mais non déclaré. Mais attends, on est où là? Elle est où la logique? Que les Français cotisent, paient des impôts pour des personnes qui finalement considèrent qu'ils ont des droits, mais aucun devoir. Et c'est ça qui se passe dans les pays du nord de l'Europe, complètement aux antipodes de chez nous. Il y a des aides, elles sont quasiment aussi généreuses que chez nous. Mais il y a l'obligation de reprendre un emploi. Donc ce contrôle du retour à l'emploi, et ça c'est intéressant, on en parle depuis Nicolas Sarkozy, depuis 2008, l'offre raisonnable d'emploi. On devait, quand on avait refusé 2 offres d'emploi, être radié pendant quelques semaines, un mois, finalement de ces indemnités chômage. Il n'y a que 200 personnes par an. Pourtant, mais vous ne parlez pas d'économie ici, vous parlez d'un effondrement civique en fait. Je parle en réalité d'un coût énorme pour la société, parce que derrière, il y a le consentement à l'impôt. Derrière, il y a la question de est-ce qu'on est d'accord pour travailler? C'est ça qui est en jeu, parce que le montant, Agnès Verdier-Molinier, total de la fraude aux prestations,
votre estimation dans le livre, c'est environ 10 milliards d'euros par an et 2 milliards au total en incluant toutes les cotisations. Alors c'est énorme évidemment, mais vous savez ce que certains vous disent, c'est que 2,6% de la dépense totale des prestations sociales. Qu'est-ce que vous répondez à cet argument? Je le dis moi-même dans le livre, oui, quand on regarde sur 800 milliards de dépenses sociales, 20 milliards en tout de fraude, finalement on peut dire c'est un trait de plume. Mais en fait non, c'est hyper grave. Parce que d'abord, par rapport aux minima sociaux, c'est quand même plutôt 10%. On sait que le RSA, par exemple, qui est le plus fraudé, il est plutôt fraudé à 10% de la dépense qu'à 2, et quelques. Et donc, c'est quand même un sujet. Et puis ensuite, il y a la question qu'on abordait tout à l'heure du contrôle. Pourquoi est-ce que ce ne sont pas les personnels de Bercy qui contrôlent finalement les minima sociaux? Pourquoi est-ce que finalement on a laissé aux caisses d'allocation familiale autant de latitude? Dites-nous pourquoi on n'arrive pas à avoir les données? Pourquoi il n'y a pas cette transparence? Et parce qu'en fait, il y a du côté du social l'idée que la fraude sociale, c'est pas si grave que ça. Et alors, d'ailleurs, j'ai entendu sur tous les plateaux télé... Justement, parce que le gouvernement, il lance une réforme là, sur le RSA. Ils ont commencé des expérimentations pour effectivement que les gens qui soient au RSA donnent 15 ou 20 heures. Et on a l'impression que dans le pays, ça suscite beaucoup d'opposition. Comment vous expliquez cette réaction? Justement, parce qu'il n'y a plus ce lien entre droit et devoir chez nous. Parce qu'il y a quelque chose que je dis dans mon livre qui est assez incroyable. Moi-même, en l'écrivant, je me disais, mais c'est pas possible. Il y a seulement 40% des personnes qui touchent le RSA qui sont inscrites à Pôle emploi. Attends, ça devrait être une obligation. Et alors, quand je dis ça sur les émissions là, ces derniers temps, on me dit... Mais moi, je suis au RSA ou je suis à l'allocation adulte handicapé, je voulais travailler. Mais quand je suis allée à Pôle emploi, on m'a dit non, passez votre chemin, on ne peut pas s'occuper de vous, continuez à toucher vos minima sociaux. Donc en fait, il y a cette idée que finalement, ça arrange un peu tout le monde. Parce que ceux qui font du social disent nous, on aide, et on ne veut pas savoir s'il y a de la fraude. Et ceux qui sont à Pôle emploi disent finalement, ce n'est pas vraiment notre rôle d'accompagner ces personnes-là. Et finalement, ça fait baisser les chiffres du chômage. Et ça aussi, c'est quelque chose d'important. La catégorie A, oui, la catégorie A, les personnes qui sont sans emploi, ils devraient être beaucoup plus nombreux en France. D'ailleurs, le rapport Donc sur vous dites que c'est en train d'arranger tout le monde et que finalement, on a continué comme ça pendant des années. Mais oui, parce que j'ai eu ce débat avec Olivier Dussopt l'autre jour, le ministre du Travail, et je lui ai dit, mais attendez, cette histoire de RSA, vous-même, dans le rapport France Travail, vous dites, il y a 5 millions de personnes qui ne travaillent pas du tout et qui ont besoin d'un emploi. Ce n'est pas du tout les 2 et quelques millions de personnes dont on nous parle quand on dit qu'il y a 7% de chômeurs en France. Donc, il y a un problème sur les chiffres aussi. Et finalement, nos administrations qui gèrent toutes ces questions sont assez allantes pour qu'on laisse tout ça sous le tapis. Et moi, ce que je dis, c'est que maintenant, il faut que tout ça, ça sorte. Il faut qu'il y ait une obligation de s'inscrire à Pôle emploi. Il faut que Pôle emploi aussi, il y a 52 000 personnes à Pôle emploi, une augmentation de 21% des effectifs ces dernières années. Et pour autant, il y a de moins en moins de personnes qui retrouvent un emploi grâce au Pôle emploi. Donc, il faut peut-être se poser la question de où va l'argent? Mais justement, pourquoi est-ce que finalement... Mais derrière la fraude sociale, est-ce que l'enjeu plus fondamental, c'est pas une dépense sociale excessive dont la fraude sociale n'est qu'un effet presque inévitable? Alors, sûrement, parce qu'on est les champions du monde de la dépense sociale. On est à plus de 30% finalement de dépenses sociales par rapport à la richesse nationale. Donc, il y a un problème à un moment. Le fait qu'on ait encore de la pauvreté en France, qu'on ait encore des problèmes finalement d'emploi, qu'on ait encore des soucis de tout ce dont on parle en général. Et pourquoi? Parce que finalement, notre modèle social, il désincite au travail. Il désincite au retour à l'emploi. Et finalement, il nous rend plus pauvres. On va en parler. C'est ça aussi qui est Agnès hyper grave. De la dépense sociale. Je voudrais rester encore un peu plus parce que sur la fraude sociale et la lutte contre la fraude sociale, c'est quand même un classique de la vie politique française. Et c'est un petit peu teinté parce que là, le gouvernement est accusé par la gauche de courir derrière le RN pour avoir ciblé, par exemple, les fuites au Maghreb. Mais quelle est la réalité des filières? Est-ce qu'elles sont seulement maghrébines ou est-ce que Bruno Le Maire n'a cité qu'un pan justement de ces fuites? Ne voulons pas citer d'autres pays auxquels on peut penser aussi, et il y en a d'autres. Mais oui, il y en a d'autres. Il y a des personnes qui sont RSA qui vivent à Madagascar, par exemple, ça existe. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que nous, ça fait des années qu'on s'intéresse à la question de l'expatriation fiscale en disant attention, il y a beaucoup trop de Français, 2,5 millions de Français qui sont partis à l'étranger pour des raisons fiscales parce qu'on taxe tellement quand on a des niveaux de revenus qui deviennent un peu élevés, que finalement on dissuade de rester en France. Alors c'est incroyable parce qu'on finance d'un côté des personnes qui ne travaillent pas et de l'autre on dit vous travaillez trop, on va vous taxer énormément. Puis finalement ceux-là, de plus en plus, c'est assez incroyable, ils sont énormément surveillés. La personne qui passe pas 6 mois et 1 jour à l'étranger, tout de suite, le contrôleur, il va le retrouver. Tandis que la personne qui touche un minima social, mais qui est quasiment jamais en France,
Alors là, tout le monde s'en fiche. Alors, Donc c'est une question d'idéologie aussi. un peu, parce que c'est assez incroyable ce que j'ai entendu ces derniers jours. On disait finalement la fraude sociale c'est rien du tout, c'est 1 milliard, et la fraude fiscale c'est 100 milliards. Alors de l'art de faire mentir finalement, parce que les chiffres sont pas du tout ceux-là. Les chiffres c'est plutôt 20 milliards de fraude sociale et 30 milliards de fraude fiscale. Alors oui c'est vrai, sur la fraude fiscale on récupère à peu près la moitié. Un peu moins de la moitié. Alors, donc, on est meilleur quand même sur la fraude fiscale. Sur la fraude sociale, on récupère quasiment rien. Mais ce sont les mêmes montants. C'est relativement équitable en termes de montant. En tout cas, dans ce que nous, on évalue, parce qu'il y a des évaluations qui sont complètement fantaisistes, des syndicats, de la CGT, etc., sur la fraude fiscale. Ils ne parlent jamais que de ça. Ils ne parlent jamais de fraude sociale. Et je rappelle quand même qu'un fraudeur social est aussi un fraudeur fiscal. Celui qui va toucher un minima social, qui va travailler sans être déclaré, il fraude quoi? Il fraude les cotisations, il fraude les prestations et il fraude les impôts. Alors, franchement, c'est aussi grave que n'importe quel fraudeur fiscal seul. Donc, moi, je trouve qu'à un moment, il faut qu'on suive ce qui a été annoncé, mais qu'on aille encore plus loin, hein, qu'on demande à ceux qui touchent des minima sociaux de résider au moins 11 mois par an en France. Pourquoi est-ce qu'ils pourraient finalement... Vous parlez du travail au noir et de la fraude aux cotisations. Il y a aussi certains chefs d'entreprise qui sont responsables de cette situation, qui préfèrent employer des gens au noir ou des travailleurs sans papier parce qu'ils les payent moins cher. Ils participent aussi de ce phénomène, non? Bien sûr. Mais attendez, il n'y a pas un responsable employeur tout seul et le salarié n'est pas responsable. Vous n'avez jamais entendu ne me salarie pas plus d'heures parce que je vais perdre ma prime d'activité? Attention, je ne peux pas avoir un montant plus élevé de rémunération. Donc c'est une chaîne que vous dénoncez finalement. Mais oui, mais pourquoi? Parce qu'au fond, et ça j'en parle aussi dans le livre, on est surtaxé. Et l'optimisation, elle ne se fait pas qu'en haut, elle se fait partout. À tous les échelons de la société. Et Vous reconnaissez que c'est parfois plus facile en haut de l'échelon, ou alors pour vous, non? C'est un discours qui est... Non, pas du tout. Pas du tout, c'est ça qui est assez incroyable. Et finalement, le fait... nous, on avait proposé d'ailleurs que tous les minima sociaux soient soumis à l'impôt sur le revenu. Comme ça, au moins, on connaîtrait les montants perçus. Parce que vu que c'est géré par les caisses d'allocation... ces caisses d'allocation, elles ne sont pas très transparentes, on ne sait pas vraiment ce que touchent les gens. Le Bercy, c'est pas vraiment non plus. Ça fait, depuis que Xavier Bertrand était ministre à l'époque, on en parlait, hein, de réunir toutes les datas sur ce sujet. On n'y est toujours pas. Hein. Donc, plus de 10 ans après, rien n'a changé. Donc là, sur ce sujet-là, c'est vrai qu'il faut être aussi dur sur la fraude sociale que sur la fraude fiscale, parce qu'il en va aussi de la cohésion de la société. Justement, on ne peut pas être hyper imposé et de l'autre côté, financer des fuites partout dans le système. Il en va de la cohésion sociale, dites-vous, Agnès Verdier-Molinier, pour ne pas continuer à aggraver justement les fractures françaises. Et il est vrai, puisque Mathieu Bock-Côté a parlé de la dépense, on va continuer à en parler, école, hôpital, transport. Pourquoi est-ce que, eh bien, pour le dire aussi concrètement que votre livre, on n'en a pas pour notre argent, comme on dit, tout de suite sur Europe 1 ici. Bruno Le Maire le dit aussi maintenant. Europe 1. Saviez-vous que NordVPN pouvait vous faire gagner une Tesla Model Y ? NordVPN vous protège également des trackers en ligne, des téléchargements infectés par des malwares et masque votre emplacement virtuel. Économisez jusqu'à 63% sur l'abonnement de 2 ans et tentez de remporter la voiture électrique de vos rêves. Rendez-vous sur nordvpn.com. La tension est à son comble, mais les mains de notre livreur Prime Video ne tremblent pas. Son regard est concentré, il s'élance. 1, 2, 9. Mais quel sang-froid! Le colis est déposé! À l'occasion de la 32e journée de Ligue 1 Uber Eats ce dimanche, faites-vous livrer le match OL-OM en exclusivité sur Prime Video. Dans le futur, les voitures d'occasion seront parfaitement reconditionnées et prêtes à partir. Vous serez même satisfait ou remboursé. Mais on n'a pas le temps d'attendre le futur. C'est pourquoi, chez Spoticar, le futur c'est maintenant. Du 19 au 29 avril, ce sont les très belles journées Spoticar. Rendez-vous avec nos experts pour profiter d'offres exceptionnelles sur plus de 55 000 véhicules révisés et garantis. Spoticar, des occasions pleines d'avenir. Voir conditions en point de vente. Au quotidien, prenez les transports en commun. Alors, mon pauvre lave-vaisselle, comme ça tu nous quittes? Eh ouais, mon frigo sûr, c'est la fin, je suis plus étanche. Je lave plus une assiette. Oh, tu vas connaître les joies du recyclage. Ouais, j'ai peur de ouf. Ça fait mal ça, tu penses? Oh, mais non, regarde-moi, j'en suis à ma 2e vie et ça m'a fait ni chaud ni froid. Ah ouais, ni chaud ni froid, j'ai compris. Ne jetez pas vos appareils hors d'usage. Tout ce qui fonctionne sur secteur, pile ou batterie se recycle en magasin et déchetterie. Trouvez votre point de collecte sur écosystème.eco. Écosystème. Recycler, c'est protéger. Stéphane Albouy,
directeur de la rédaction du Journal du Dimanche. Ce matin, dans le Journal du Dimanche, tempête en vue sur l'immobilier. Hausse des taux d'intérêt, chute des prix du mètre carré, marché de la location grippé. Les experts tirent le signal d'alarme. Et dans le JDD Magazine, découvrez la nouvelle inédite de Nicolas Bedos, désespérément drôle. Le JDD, en kiosque et en version numérique. On a acheté notre maison des années 60, très sympa, mais très mal isolée. On voulait juste remplacer notre chaudière au fioul. Mais le conseiller France Rénov nous a proposé la rénovation globale. Du coup, on a aussi isolé nos combles, nos murs et on a mis du double vitrage. Grâce aux aides financières, c'est très avantageux. Il nous a accompagnés pour les démarches, les aides, la sélection des artisans. C'était rassurant. Aujourd'hui, on a gagné en confort et on a réduit nos factures mensuelles. France Rénov, la rénovation énergétique pour tous. France Rénov est le service public de la rénovation de l'habitat. Renseignements sur france-rénov.gouv.fr. Peugeot. Vous êtes au volant et vous vous dites qu'avec les trajets que vous faites chaque jour, vous avez le profil parfait pour passer à l'électrique. Le profil, oui, mais le budget. Pour que l'électrique profite à tous, Peugeot crée le loyer sur mesure. 150 € par mois seulement avec 500 km inclus pour une i208. Et quand vous roulez plus, le loyer s'adapte. LLD 36 mois jusqu'au 30 avril, premier loyer 3 150 € pour une i208 like neuve, aide de l'État déduite réservée aux particuliers si acceptation crédit par. Conditions sur Peugeot.fr. Pensez à covoiturer. Europe 1. 10h, 11h. Le grand rendez-vous Europe 1. Avec les Échos et CNews. Stéphane Dupont. Mathieu Boccoté. Sonia Mabrouk. Et la suite ce dimanche avec notre invitée Agnès Verdier-Molinier. Nous avons parlé de la lutte contre les fraudes sociales, fiscales. Puis il y a cette question probablement que nos téléspectateurs et auditeurs se la posent. Plus la France dépense pour ses services publics et plus ces derniers se dégradent. Comment on peut expliquer ce paradoxe ? C'est incroyable. C'est-à-dire qu'on n'a jamais autant dépensé. On est à 58% de dépenses publiques par rapport à l'ensemble de la richesse nationale. Et on a l'impression qu'on ne peut pas avoir un passeport, une carte d'identité, que les places en crèche... Vous avez des témoignages à ce sujet ? Ah oui, mais ça... Des retours, oui. Alors là-dessus, je fais un chapitre dans mon livre, mais depuis, j'ai des retours, notamment dans le Pays Basque. On me dit, mais moi, j'ai pris un rendez-vous en février, j'aurai le rendez-vous pour la demande en juillet, à 20 km de chez moi. La personne fait une réclamation au ministère de l'Intérieur qui répond « On gère beaucoup mieux en ce moment et désolé pour la gêne occasionnée ». Mais de quoi c'est symptomatique selon vous ? Finalement, il y a une perte de sens totale. Qui au service de qui ? Est-ce qu'on paye des impôts pour financer des personnes à leur propre service ou au service des Français ? Moi, je finis par me poser la question. Il y a quelques années, on pouvait avoir un passeport en 3 semaines. Et là, il faut attendre 3 mois, 4 mois, 6 mois, plus. Et alors, le problème, c'est que c'est un peu la France à 2 vitesses. Celui qui a des connexions, etc., alors lui, il va avoir son rendez-vous. Et puis, il aura son passeport pour aller à son voyage professionnel ou partir en famille, je ne sais où. Mais celui qui a 0 connexion, comment il fait ? Donc c'est la débrouille, c'est le piston, c'est ça qu'on veut pour la France. Donc ça aggrave encore plus, évidemment, les fractures et le sentiment de dépossession, finalement, comme l'explique le géographe Christophe Guilluy. Il n'y a pas que le sujet des passeports, il y a le sujet de l'école, il y a le sujet de l'hôpital. Et on se dit, mais attends, on va mettre encore des milliards et des milliards dans ce tonneau des Danaïdes. Et finalement, derrière, on n'aura pas de qualité de service public. Et moi, ce qui me choque le plus, c'est qu'on n'a plus le droit de demander où est la qualité de nos services publics. Par exemple, il y avait Le Point qui faisait un classement des hôpitaux et des cliniques. Depuis quoi ? Depuis plus de 20 ans. Tous les ans, avec les statistiques qui étaient données en fait, par les organisations de puissance hospitalière qui disaient, voilà, on vous donne les données, ça s'appelle le PMSI, voilà, c'est toutes les données informatiques de tous les hôpitaux, de toutes les cliniques. Et ça permettait de dire, voilà, vous avez votre maman qui a besoin d'une prothèse de hanche, tiens, où est-ce que je vais la faire soigner ? Et alors là, maintenant, non, c'est plus possible, parce que la CNIL dit, maintenant, il ne faut pas quand même faire de la concurrence et pouvoir choisir. Attends, le sujet français, c'était tu payes cher, tu payes beaucoup d'impôts, mais en face, tu as une qualité de service public top niveau. Et on n'a pas arrêté de nous bassiner avec ça. On a le meilleur système de santé au monde, on a le meilleur système d'éducation, etc. Et alors maintenant, on nous dit, ah non, faut pas savoir où est-ce qu'on est bien soigné. Et puis alors, sur l'école, c'est pareil. Quand on regarde, est-ce qu'on peut classer les... Il y a des classements partout, sur les écoles, les lycées, les universités, oui, les grandes écoles. Les classements officiels, ils ne sont pas sur les notes, en réalité. Alors tout se fait sur les notes, Parcoursup, Affelnet et tout,
Mais alors, quand on veut le classement sur les notes, nous, on a dû le refaire à la Fondation IFRAP sur les collèges. On se rend compte que sur les 100 premiers collèges, sur les notes de l'écrit au brevet, il n'y en a que 9 qui sont publics. Et alors, on n'arrête pas de nous dire que le privé, c'est vraiment moche, il n'y a pas assez de mixité, etc. Mais les parents d'élèves et les élèves du privé, ils sont très contents. Et il y a beaucoup de parents qui sont dans le public, obligés d'être dans le public aujourd'hui, qui aimeraient bien que leurs enfants aillent dans le privé. Et alors, les ministres et les députés, leurs enfants, ils sont où à l'école? Vous pouvez me dire? Ils ne sont pas dans le public. Même le ministre de l'Éducation nationale qui veut justement plus de mixité aussi sociale. Oui, mais visiblement, ce n'est pas pour ses enfants, parce que lui, ses enfants, ils sont dans le privé. Donc, est-ce qu'on peut arrêter l'hypocrisie à un moment? Le privé, l'enseignement privé sous contrat, il coûte moins cher à la collectivité. C'est 3 000 € en moins par élève du lycée entre public et privé et par an. Si on appliquait les tarifs du privé sur le public, sur tous les élèves du public, c'est 29 milliards d'économies par an. Des économies, il y en a partout à faire. À vous entendre, vous faites le portrait d'une France où finalement chacun cherche à se sauver davantage qu'à sauver le bien commun. C'est-à-dire les uns vont vers le privé pour fuir le public, les autres prennent le piston pour avoir accès au formulaire, au passeport, parce qu'il n'y a pas moyen d'y avoir accès directement. La fraude sociale d'un côté, la fraude fiscale de l'autre. Vous présentez une situation qui semble irréversible. Je présente une situation où chacun jette l'opprobre sur l'autre en disant c'est la faute du voisin. Alors qu'en fait, par exemple, le public est mal géré. Il y a beaucoup moins de capacité aujourd'hui pour les élèves pour lire ou en mathématiques dans le public que dans le privé. Et on va attaquer le privé sur la mixité. Donc c'est toujours je cache la misère et je dis que c'est l'autre qui est responsable. Mais alors comment on fait? Parce que là, vous décrivez une situation inversée. C'est comme si on marchait sur la tête, une inversion des valeurs finalement. Et vous dites, à juste raison, qu'il y a beaucoup plus... Enfin, on s'attache d'abord aux droits et pas aux obligations que nous avons aussi, qui est le corollaire des droits. Comment on inverse ça? C'est pas seulement par des chiffres et par des politiques publiques. Moi, là, c'est une mentalité. Il faut allumer la lumière. Parce que si on ne sait pas, si on ne dit pas combien on dépense dans tel établissement, et quel est le résultat, la qualité derrière de l'enseignement? Si on ne dit pas, par exemple, sur les EHPAD, dans les collectivités locales, les taux d'absentéisme, ça devrait être marqué sur la porte. Le taux d'absentéisme moyen, le nombre de jours non travaillés pour absence par agent et par an. Vous voulez que ce soit affiché? Mais ce soit affiché. Et d'ailleurs, après le scandale Orpea, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit, on mettra sur chaque maison de retraite, on donnera les taux d'absentéisme. Ils ne sont toujours pas publiés. Donc, est-ce qu'on peut dire les choses sur la productivité dans nos services publics? Non, là, apparemment, vous répondez non, on ne peut pas les dire. Non, mais le président de la République dit qu'il y a un problème d'absence et de non-remplacement des professeurs dans le public. Il promet que ce sera systématique désormais. D'abord, c'est dans le public, c'est pas dans le privé. Et puis alors, on dit en même temps, nos professeurs sont pas du tout assez payés. Et en Allemagne, ils sont plus payés. Mais alors, quand on regarde, d'abord, quand on ajoute toutes les dépenses, y compris les pensions, on paye plus pour les professeurs en France qu'en Allemagne. Donc déjà, ça, c'est pas tout à fait ce qu'on raconte, mais parce que les pensions des enseignants publics, elles sont hyper chères par rapport aux enseignants allemands. On paye mieux à la retraite qu'en activité. Donc déjà, il faut peut-être se poser la question si c'est un gage derrière de qualité de l'enseignement. Et puis l'enseignant allemand, il est obligé de faire des remplacements de ses collègues absents. Il est obligé de surveiller à la cantine. Il est obligé de surveiller en permanence les élèves. Il doit corriger les devoirs dans un bureau qui est sur place. Vous êtes en train de dire qu'on est des enfants gâtés en réalité et qu'on ne... En réalité, on dépense n'importe comment l'argent des Français. Et à un moment, et je crois que c'est maintenant que l'argent magique c'est terminé, il va falloir ouvrir ce dossier et très vite. Alors, il y a une fenêtre pour vous, il y a une fenêtre historique qui se présente, c'est-à-dire il est possible aujourd'hui de faire des grandes réformes que vous appelez depuis des années. Là, la crise de l'argent magique, la fin de l'argent magique rendrait possible les réformes que vous souhaitez. Là, le gouvernement nous dit qu'ils vont faire une revue de dépenses. Gabriel Attal dit les services publics se dégradent. Bruno Le Maire dit on n'en a pas pour notre argent. C'est peut-être le moment de se réveiller. Parce qu'en plus, on a besoin de sommes faramineuses pour se financer. On nous dit toujours l'État, c'est 270 milliards de besoins de financement annuel. Mais en fait, c'est plus, parce qu'il n'y a pas que l'État. Il y a aussi l'ensemble des administrations publiques, de sécurité sociale, l'UNEDIC, etc., etc. Bon. Donc, il y a des besoins énormes et il y a des taux qui sont en train de monter de façon incroyable. On est à 3% sur la dette à 10 ans, là. Et les taux vont continuer de monter. Et la charge de la dette, là, le gouvernement nous dit dans le programme de stabilité qu'on va atteindre 71 milliards en 2027 sur l'État. Mais sur l'ensemble des administrations publiques, ce sera beaucoup plus. Donc ce sera plus de 80 milliards d'euros. C'est en tous les cas maintenant qu'il faut le faire. Et pour conclure, Agnès Verdier-Molinier, le titre de votre livre, c'est « Où va notre argent ?» Le temps que vous écriviez, le sursaut est enfin arrivé. Ça peut prendre combien de temps, selon vous? Écoutez, je crois qu'on est vraiment à un tournant. Parce que pendant des années, on s'est endetté à taux négatif. C'était gratuit, c'était facile.
tout le monde poussait dans le sens de la dépense. Mais maintenant, on va se regarder dans la glace et on va se dire, on ne peut plus continuer comme ça. Et je crois que ce sursaut, on peut y arriver. D'abord, il y a tout en France pour y arriver. Des entrepreneurs formidables, des gens formidables. Il suffit de recréer cette cohésion et de dire maintenant, la fête est finie, on arrête de profiter, on arrête de gaspiller. Et je crois que tous les Français attendent que ça. Le dernier baromètre Paul Delouvrier, il dit quoi? Il dit que 8 Français sur 10 pensent qu'on pourrait faire mieux avec autant, voire avec moins d'argent public. Donc nos compatriotes, ils sont prêts. Eh bien, en attendant le sursaut, ils sont prêts à voir si les responsables politiques le sont également. C'est la grande question notamment que vous posez. Merci Agnès Verdier-Molinier d'avoir été notre invitée ce matin, ce dimanche. Merci à mes camarades, évidemment, Stéphane et Mathieu. Restez avec